Mesdames, messieurs, toute la technique de Zouk TV, bonsoir. Aujourd'hui, en cette période de difficulté économique de notre Martinique, nous avons pensé à lancer une invitation et nous avons invité Maître Miwat, Alain Miwat, qui est administrateur judiciaire. C'est lui, s'il me le permet, qui met le dernier clou au cercueil de l'entreprise qui est morte devant le tribunal mixte de commerce. Monsieur Maître Miwat, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Mais je voudrais pas apparaître comme celui qui provoque la disparition des entreprises. C'est tout à fait l'inverse. Si vous ne provoquez pas, mettez le dernier clou, c'est pas la même chose. Non. Au contraire, c'est moi qui enlève le clou du cercueil dans lequel sont généralement enfermées les entreprises, pour essayer de les faire revivre, pour leur donner un nouvel élan. Et voilà, c'est plus la fonction qui est la nôtre. De toute façon, on aura le plaisir d'en débattre. De toute façon, aujourd'hui, je ne parle qu'en présence de mon avocat. Maître Tanger, mes respects. Bonsoir, merci de l'invitation. Et je salue la technique et je salue toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk TV. Merci de nous faire l'honneur et l'amitié de nous accueillir chez vous. Merci. Maître Miwat. Oui. Nous avons un bon lambé. On te dit la Toussaint pas pour nous les lambés. Et aujourd'hui, on constate une chose. Nos entreprises sont de plus en plus à l'article de la mort. Est-ce que vous voulez en témoigner? Alors, j'ai toujours souligné le fait que nous étions dans un environnement économique compliqué, avec des entreprises qui essayaient de soutenir le tissu économique, alors que les moyens qui étaient mis à leur disposition pour mener ce combat étaient relativement limités. Et vous savez, depuis des années déjà, je milite pour que des outils financiers adaptés soient mis à la disposition des entreprises pour justement régler les difficultés qu'elles ont à obtenir le financement de leur activité et le soutien des banques. Et donc je souscris à votre propos qui consiste à dire que nous sommes dans un environnement économique difficile et que les entreprises souffrent. Voilà. Mais grande souffrance, très grande souffrance aujourd'hui. Très grande surface. Très grande souffrance, nous avons. Oui, mais écoutez, tant qu'on n'aura pas résolu le problème fondamental du financement des entreprises chez nous, entre guillemets, on va bricoler, on n'arrivera pas à sortir les entreprises des difficultés. Vous savez que je fais partie des gens qui militent pour que nous développions des circuits d'augmentation de l'intensité de capital des entreprises, c'est-à-dire qu'on leur donne les moyens d'augmenter leurs fonds propres pour qu'elles soient en capacité d'emprunter normalement auprès des banques, parce que vous savez que les banques financent difficilement les entreprises de notre économie, qu'on rétablisse un certain nombre de ratios qui leur permettent de faire des prêts normalement, qui leur permettent de moins dépendre des délais de paiement imposés par les collectivités locales. Et vous savez que ces délais sont généralement pas favorables aux entreprises. Alors pour sortir de la situation dans laquelle elles sont, que vous connaissez parfaitement. Oui, alors, en termes d'entreprise, souvent nous leur disons une chose. Vous avez votre coiffeuse, vous avez vos cordonniers, vous avez tout, vous n'avez pas d'avocat. Maître. Oui, c'est vrai que c'est indispensable quand on monte une structure de bien se faire accompagner, alors bien en amont d'ailleurs, au stade de la création, parce qu'il faut pouvoir choisir la forme sociale. Est-ce qu'on est en individuel? Est-ce qu'on est en société? Quel type de société? Donc ça, c'est important de se faire accompagner en fonction du projet, en fonction des moyens qu'on a. Donc prendre conseil de l'avocat, prendre conseil, les gens disent souvent l'expert comptable, c'est vrai, mais il faut aussi je sais que les experts comptables font aussi des montages, hein, mais il faut aussi l'accompagnement de l'avocat, parce que l'avocat, lui aussi, il voit ce qui se passe après. Une fois que, malheureusement, il peut y avoir une difficulté, un litige, des difficultés de l'entreprise, et donc l'avocat peut aussi permettre d'anticiper les difficultés à venir, et je crois que c'est indispensable, et c'est malheureusement la problématique. Les gens ont souvent tendance à penser que c'est secondaire, alors que voilà, il faut se faire accompagner. C'est comme pour tout, comme vous disiez, on a son médecin, on a son coiffeur. Et quand on monte une entreprise, et même pour monsieur, madame, tout le monde, hein, dans la vie quotidienne,
c'est bien d'avoir son réseau fidèle et on sait qu'on peut se retourner facilement, avoir un contact, une réponse. Voilà, donc oui, je partage tout à fait votre point de vue. Je pense que Maître Miroir... Alors, je souscris pleinement à ce que dit Maître Cottanger, parce que l'une des causes des difficultés nombreuses chez nous, des chefs d'entreprise, c'est le fait qu'ils choisissent des structures mal adaptées à leur projet. Combien de fois vous voyez des chefs d'entreprise qui choisissent de constituer une SARL ou une SA pour un projet qui pourrait se faire sous une autre forme? Et il se trouve que quelquefois, c'est la forme de la société qui est choisie, qu'ils ont choisi comme ça de manière hasardeuse, et qui leur procure des difficultés. Et là, vous retrouvez des fois des chefs d'entreprise qui font fonctionner une SARL ou une SA comme une entreprise individuelle et qui se retrouvent subitement en confusion de patrimoine, en abus de biens sociaux, etc., etc. Et ils découvrent, après avoir été mis à l'examen, qu'ils ont choisi une forme inadaptée. Donc je souscris pleinement à ce que dit Maître Tanger. Le conseil fait partie des précautions à prendre lorsqu'on constitue une entreprise. Pour choisir le bon volume, la bonne forme et tout ce qu'il faut. Et là, aujourd'hui, avec Internet, il y a beaucoup de personnes qui vont sur Internet, Google, font des statuts et se lancent dans l'entreprise. Ça, c'est très mauvais. C'est dangereux. C'est très mauvais et c'est la raison pour laquelle, personnellement, j'insiste pour que chacun comprenne que les conseils, les avocats ont un rôle particulièrement déterminant dans le choix de l'entreprise qu'on veut constituer, surtout si on veut qu'elle vive longtemps. Alors pareil, maître, on a l'autre solution. Quand on regarde le nombre de codes que vous avez à ouvrir pour défendre un client, malheureusement chez nous en Martinique, nous avons un code supplémentaire par rapport à la nation, c'est code Diam. Vous connaissez cette formule? Non, je ne connais pas. C'est quoi le code Diam alors? Code Diam Mariam. Tout bon Martiniquais qui se respecte peut vous développer toutes sortes de lois. Ah oui. Et devant un tribunal mixte de commerce, ils sont incapables d'avancer. Oui, c'est vrai que oui, chacun sa spécialité, c'est comme je dis. Moi, je ne vais pas expliquer à mon médecin ce qu'il doit faire. Donc, chacun doit faire bien ce qu'il sait faire. C'est un peu mon principe, d'ailleurs, d'où ma spécialisation, qui n'est pas du tout du domaine des entreprises en difficulté. Enfin, ça n'est plus, parce que j'ai fait quand même une partie de mes études et j'ai un doctorat en droit des entreprises en difficulté, mais après, j'ai bifurqué complètement. Mais c'est vrai qu'il faut pouvoir se retourner vers le bon spécialiste et se faire accompagner. Voilà, on ne peut pas tout résoudre soi-même, on ne peut pas être Michel Morin dans tout. Et voilà. Maître, c'est vrai que dans notre environnement, pendant des années, jusque pas qu'on s'est contenté de l'à peu près, mais le recours à un spécialiste était une démarche qu'on n'empruntait pas souvent. C'est pas dans notre ADN. Voilà, pour des raisons diverses et variées. Et puis, lorsqu'on voulait prendre un spécialiste, généralement, on le prenait ailleurs qu'ici. Parce qu'on croyait que spécialisation supposait des compétences importées. Bon. Aujourd'hui, les choses ont complètement changé. Nous avons ici une densité de professionnels qui ont des qualités extraordinaires, qui ont des expériences accumulées qui sont tout à fait profitables pour chacun et qui connaissent parfaitement notre environnement qui est très spécifique. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à recourir à ces spécialistes et surtout faire appel à ceux qui sont implantés sur place parce qu'ils connaissent notre environnement et le conseil qu'ils donnent tient compte des exigences de l'environnement et ça, c'est fondamental. Et il faut payer. Il faut payer, bien sûr. Comment ça se passe, maître, quand il faut payer à l'avocat ou Alors, pour le compléter conseil? ce que disait Maître Miroir, c'est vrai que quand il faisait allusion au fait que beaucoup de gens estimaient que c'était de l'autre côté de l'horizon que la spécialité et le savoir-faire étaient. Et c'était particulièrement vrai aussi des collectivités territoriales. Et je me souviens, à l'époque, c'était le bâtonnier Dominique Nicolas. Il avait pris son bâton de pèlerin et on avait fait, avec le Conseil de l'Ordre, le tour des communes
pour valoriser le savoir-faire de notre barreau de Martinique. Et c'est vrai, parce que souvent, les gens vont prendre un cabinet parisien, mais le cabinet parisien, finalement, il sous-traite, et il sous-traite un local, parce qu'il y a quand même une approche du terrain et qu'ils n'ont pas, même si, voilà. Et il y a une autre raison à celle-là. J'ai quand même, de par mon métier, j'ai souvent vu des collectivités prendre l'avion pour aller se faire un projet à Paris. Ça continue encore. Oui, mais pourquoi? Moi, c'est plus facile de prendre l'avion. Si c'est un projet à Fort-de-France, on prend son Solex et on descend. Mais lorsqu'on prend à Paris, on prend l'avion, on voyage en première, plein manger la paix en soute, et on descend à Paris. Et on revient au pays. Et revenu au pays, on va chercher un spécialiste de la Martinique pour corriger l'erreur de Paris. Ouais. Voilà la triste réalité de nos dirigeants. Mais ce qui m'a été dit aussi, c'était aussi pour si vous voulez, la confidentialité et la discrétion, parce qu'on est quand même une petite région, et c'est vrai que tout le monde connaît tout le monde. Et il m'a été invoqué le fait que certains, notamment au niveau des collectivités ou des gros groupes du privé, ils préféraient effectivement aller ailleurs parce qu'ils étaient sûrs que la confidentialité et la discrétion seraient maintenues sur leurs affaires. Moi, je ne partage pas forcément cette position, parce que les avocats, ils sont tenus à la confidentialité comme dans n'importe quel barreau. Et puis, il peut y avoir des fuites depuis Paris aussi. Donc, voilà. Et il y en a. C'est un point de vue. Non, je suis d'accord avec c'est pas compliqué. Pour avoir des fuites, il suffit, au niveau à l'aéroport, lorsqu'on attend l'avion, au club, on entend tout ce qui se passe. Lorsqu'on est dans l'avion, on prend lecture de tous les documents qui viennent de Fort-de-France, puisqu'on est en train de réviser. Donc finalement, je pose la question, où est la confidentialité? C'est vrai. Moi, je suis comme Maître Tanger. Je trouve cette idée de dire que aller chercher un conseil à l'extérieur pour des raisons de confidentialité est quelque chose de bien, je trouve ça absurde. Parce que c'est mettre en cause la probité des professionnels. Or, moi, je crois que depuis le nombre d'années que je fréquente les avocats et les tribunaux, franchement, les avocats et les professionnels du droit ont un sens de la discrétion qui est extraordinaire. Même leurs personnes, quelquefois, ils cherchent à la cacher. Donc, à plus forte raison, les connaissances qu'ils ont de tel ou tel aspect du dossier. Et puis, au fond, franchement, ça n'intéresse pas le professionnel, ça ne m'intéresse pas de connaître le détail des dossiers gérés par Maître Tanger, ni ça ne l'intéresse pas non plus de connaître le détail des dossiers que je gère. Mais si elle veut vraiment le savoir, un jour d'audience, elle le saura. Donc, je veux dire que la confidentialité, c'est une idée à laquelle je ne crois pas. C'est une idée à laquelle je ne crois pas, je la combats depuis des années, parce que je sais que les professionnels eux-mêmes n'ont pas intérêt à être bavards parce qu'ils se décrédibilisent. Et c'est très vite connu si un professionnel est comme ça. Donc je crois que c'est vraiment pas des trucs qui me paraissent crédibles. L'autre problème que nous avons ici dans nos structures, surtout nos petites structures, qui sont très mal conseillées, qui ne vont pas avoir un bon conseil pour avancer, mais qui ont la peur au ventre d'assigner leurs donneurs d'ordre, singulièrement les donneurs d'ordre publics. Là où nous parlons, presque toutes nos grosses entreprises ont assigné les collectivités. Ce qui fait que, ça commence à bouger pour eux. Mais la petite entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va au cimetière des entreprises. Ça, c'est les contraintes du système économique dans lequel nous vivons. Alors, c'est vrai que là, la petitesse joue un rôle particulier, parce que les donneurs d'ordre en général sont les collectivités publiques. Si vous les mettez à dos, vous rétrécissez votre marché. Donc, il faut trouver avec elles des équilibres. Malheureusement, ça fait partie des contraintes de notre environnement. Et c'est la raison pour laquelle aussi, connaissant tout ça, il est préférable de recourir au conseil de spécialistes sur place qui peut, à ce moment-là, savoir par quelle porte passer, petite porte dérobée, pour faire aboutir un problème ou résoudre une difficulté qu'un avocat parisien ne pourra pas résoudre. En général, maître, lorsqu'un donneur d'ordre public de Martinique sait que vous êtes accompagné juridiquement, il vous respecte. Je pense que ça permet de mettre beaucoup de chances de son côté, et puis c'est-à-dire qu'à partir du moment où les choses sont faites dans les règles de l'art, vous avez un conseil qui vous accompagne et qui fait des choses de manière très carrée,
ça permet effectivement aux partenaires en face, effectivement, de faire très attention. Hein. Oui, je suis persuadée de ça, mais c'est vrai qu'il y a ce problème de petit marché, qu'il n'y a pas beaucoup de collectivités qui peuvent effectivement intervenir, et c'est vrai que les entreprises, hein, surtout les petites, moyennes, on peut hésiter effectivement à se mettre à dos un potentiel client. Et c'est malheureux parce que moi je trouve qu'il y a des règles de droit, on doit pouvoir les utiliser et ne pas forcément prendre les choses au niveau personnel. C'est pas un règlement de compte, c'est qu'on est dans les affaires, il y a des règles, on les applique, il y a des sanctions qui sont prévues, ben, on fait ça. C'est comme beaucoup d'entreprises renoncent à appliquer les pénalités de retard, par exemple. Parce qu'ils sont obligés effectivement de ménager la chèvre et le chou. Et ça cause, effectivement, ça les entraîne dans les difficultés. La peur des mesures coercitives fait que nous sommes là. Et quand on regarde le code de procédure pénale, il y a suffisamment d'articles pour nous protéger. Il y a suffisamment de lois dans le système pour nous protéger. Maintenant, on a trop d'entreprises qui ont la main qui tremble lorsqu'il s'agit d'assigner le donneur d'ordre. Et tant qu'on n'aura pas inverser la chose, on continue à aller dans le gouffre. Mais à propos du gouffre, maître, ça fait des années, ça fait un moment qu'on en parle pour renforcer la tête de bilan des entreprises. Mais vu la situation actuelle, on regarde dans tous les sens. J'ai reçu dernièrement le président de la Chambre de commerce, en sa qualité d'expert comptable, il donnait les mêmes propos. Mais on se retrouve toujours devant le même contexte. On est devant un vieux camion diesel qui ne démarre pas. Et pour réparer ça, nous pensons que seul le PPP, partenariat privé-public, peut permettre de relancer. Bon, alors moi je pense qu'effectivement on peut associer partenariat privé-public pour un certain nombre de projets spécifiques. Projets structurants. Bon, mais moi, personnellement, je reste convaincu, et je l'ai dit déjà à plusieurs élus, je l'ai répété ici sur vos antennes et sur bien d'autres, que tant qu'on n'aura pas modifié le système de financement de l'économie globale, et ça c'est un projet ambitieux, compliqué peut-être à mettre en œuvre, on ne s'en sortira pas. Parce que le vrai problème, il est là. Les collectivités, en fait, quand elles imposent des délais de paiement aux particuliers, c'est parce qu'elles n'ont pas les financements. C'est tout. C'est tout. Quand les entreprises elles-mêmes allongent des délais de paiement, c'est qu'elles n'ont pas de financement. Bon, je l'ai répété déjà à plusieurs reprises, quand une entreprise constituée avec 7 000 € de capital se développe à un chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros, veut se financer, c'est-à-dire un financement à long terme, elle ne peut plus, puisque finalement, elle n'a pas suffisamment d'intensité de capital. Donc il faut modifier, et d'ailleurs je l'ai répété à tous les élus qui ont adopté le principe, mais il faut mettre en place un système ici de financement des entreprises par le haut. Et il faut tenir compte de la réalité de nos entreprises ici qui sont sous-capitalisées. Elles n'ont pas beaucoup de fonds propres. Et le fait qu'elles n'aient pas beaucoup de fonds propres, elles ne peuvent pas lever beaucoup de financement à moyen et long terme. Donc il faut tenir compte de cette réalité, corriger ce point en mettant en place des circuits de financement adaptés. D'ailleurs, c'est le sens des propositions que j'ai eu l'occasion de faire à plusieurs dans mon livre, que j'ai eu l'occasion de faire à une réunion qui s'est tenue à Paris en présence de M. Carinco, et qui a débouché en fait sur une idée simple, qui est celle de prendre en considération la nécessité de constituer des fonds spécifiques dans les DOM pour faciliter la constitution de capitaux propres. Mais le temps politique... Donc c'est par ce chemin-là seulement tout le reste, ça va être de la bricole. Le temps politique n'est pas le temps de l'entreprise. Ce qui est vrai. L'entreprise a besoin du cash and flow tout de suite. Et le temps de se décider, de se déterminer, on a perdu 3-4 ans. Oui, mais ça fait des années que le système est comme ça. Ça fait des années, moi, des années que je suis administrateur. Ça fait des années que je vois des entreprises financées par le bas de bilan à court terme. Bon, et ça fait des années que je vois le système à la fois péricliter, le système multiplier les dysfonctionnements. Et puis voilà, donc maintenant, il faut prendre le taureau par les cornes maintenant, parce que les politiques, les chefs d'entreprise, tout le monde est mieux informé de la nécessité de faire autrement, il faut le faire. Alors, je signale aussi que tout ça
est accentué par le fait qu'un certain nombre de circuits de financement qui existaient à l'époque ont disparu. Vous avez dû connaître l'époque de Escompte, de la Sodema, qui, elle, avait des procédés de financement spécifiques. Je prends notre exemple là, attends, la loi d'Aïe que personne n'a voulu appliquer jusqu'à maintenant. Ici, Bon, petit à petit, la loi d'Aïe ici on a fait disparaître. On a perdu confiance dans ceux qui devenaient débiteurs dans le cadre de cette loi d'Aïe. Donc voilà. Donc il faut restaurer des procédures de financement orthodoxes en s'inspirant de ce qui se faisait avant. Moi, je pense qu'à l'époque, le système de réescompte qu'on avait allié d'hommes et tout ça était adapté à la réalité économique qui était la nôtre. La Sodema, pareil. Quand un artisan avait un projet, la Sodema intervenait avec beaucoup de souplesse, facilité. Aujourd'hui, tout ça a disparu. Et les portes auxquelles vous êtes obligé de frapper pour avoir des financements, bon, finalement, elles sont très étroites. Passer difficilement. Donc voilà, la réalité à laquelle on est confronté qui augmente la nature des difficultés qu'ont rencontrent les entreprises. Maître. Parce que c'est tout à fait vrai, hein, je partage. Bon, c'est plus tellement mon domaine, mais ce que j'observe quand même, mais ça fait longtemps qu'on parle de ça, même le partenariat public-privé, les difficultés que Maître Miroite présentait, mais ça fait longtemps qu'on en parle. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour agir? Parce que je me souviens, en 93, j'ai fait un mémoire sur des entreprises en difficulté à la Martinique. J'ai fait un séjour, donc j'étais au tribunal de commerce à l'époque avec M. Guibert, etc., pour pouvoir faire ce mémoire qui a d'ailleurs été primé. C'était déjà les problématiques qui étaient soulevées à l'époque, hein. Et on en est encore là, quoi. C'est-à-dire 30 ans après, on n'a pas bougé. C'est là tout le problème. Je prends l'exemple. J'ai navigué suffisamment dans ce domaine, l'eau. J'y crois plus. Parce que nos collectivités n'ont pas les moyens pour lancer ce chantier. Seul le partenariat public-privé pourra lancer ce chantier eau. Et à partir de là, avec nos conventions de transaction, enfin, il y a plusieurs textes qui permettent de lancer cette opération. On a suffisamment de leaders au niveau national. On a même un leader mondial qui est attaché en Martinique, qui est le patron de la SME. Si ce chantier ne se démarre pas par le financement du fait de partenariat privé-public, on ne va pas pouvoir faire circuler l'argent. Ce problème de l'eau que vous évoquez, à mon avis, caractérise bien la nature des difficultés auxquelles les politiques et le département sont confrontés. J'ai en tête un dossier qui ne concerne pas la Martinique, sur lequel j'ai pu être consulté. Et en fait, c'est plutôt la Guadeloupe que ça concerne. Il y a une crise de l'eau très importante en Guadeloupe. C'est un autre volet. Et cette crise était tellement importante qu'il a fallu modifier toutes les structures qui existaient là-bas pour pouvoir faire face à ça. Et c'est là où on s'est aperçu que face à des difficultés d'une telle ampleur, les élus manquaient d'autorité. Parce que les solutions qui ont été retenues ont été imposées par la métropole sans que les élus locaux soient d'accord. Donc on a aujourd'hui une configuration de la gestion de l'eau qui pose problème, puisque je crois qu'on a transféré un certain nombre d'actifs dans des structures et les dettes sont restées ailleurs. Et aujourd'hui, c'est le bazar parce que ça crée des problèmes et on ne sait plus trop. Alors là, dans cette espèce de configuration, il y a une espèce de conflit entre dette privée et dette publique, puisque ceux qui portent la dette sont les collectivités. Enfin bon, il y a là un problème énorme. Il y a un coco macaque. C'est le terme exact. Voilà. Ben, je pense que vous êtes parfaitement informé de ça. Ah si, là, je suis. Donc voilà. Et c'est là où on voit la limite du politique et de l'économique. Et au bout d'un moment, dans nos départements, quand la crise devient aiguë, c'est plus les décideurs locaux qui décident des choix à faire. Oui, mais quand on demande plus de compétences, qui finalement vous sont données, et qu'on soit obligé de faire appel à l'État pour dire à l'État de reprendre en main les choses pour sauver le pays, il y a un sérieux problème. Un sérieux problème. Et souvent, nous avons dit à nos dirigeants, faites descendre les cadres, les administratifs, dans les entreprises. Ils vont en immersion une semaine, 2 semaines, 1 mois, pour savoir comment fonctionne une entreprise. Bah, si ça se faisait, on serait déjà ailleurs. Hein. Ouais. Alors, sur ce plan-là, je pense que je ne vais pas monopoliser la parole, mais je pense qu'il y a une division
peut-être trop nette chez nous, dans un petit pays comme ça, entre le public et le privé. La culture du public est totalement différente de celle du Diamétralement privé. opposé. Parce que moi, il m'arrive toujours de collaborer avec des sociétés comme en Guadeloupe, c'est comme Cap Excellence par exemple, où je vois le fonctionnement de l'administration, c'est pas du tout les mêmes réflexes, c'est pas du tout les mêmes délais, c'est pas du tout la même manière de faire. Vous savez, dans le privé, quand vous avez quelqu'un d'incompétent, vous vous en débarrassez, ou on cherche à s'en débarrasser entre guillemets, surtout s'il occupe un poste de responsabilité important. On le dépose. Dans le public, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut, avant de le bouger, trouver un point de chute. Et donc, vous voyez, on est dans des configurations différentes. Donc, le partenariat présente des avantages, mais aussi des inconvénients compte tenu de la différence de culture. En tout cas, c'est mon point de vue. J'ai un copain qui va se reconnaître. Il avait fait une formation pour être prof en économie. Et puis il me dit, bon, est-ce qu'il peut faire le mois de juillet, août chez moi? Je dis, il n'y a pas de souci. Il a fait juillet, puis il a détalé, il a dit, il ne va pas enseigner ça. Hein. Il dit, mais ce que tu as appris à l'école, que tu vas enseigner à nos enfants, voilà la réalité là. Hein. Quand il a vu la triste réalité d'un artisan, parce que pour un artisan, pour qu'il puisse faire son métier, il faut qu'il ait minimum 18 à 20 professions dans le CON pour faire face à toutes les situations. Alors, à propos de situation, maître, lorsque une entreprise vient vous voir, elle est déjà en difficulté, donc elle n'a pas les moyens de vous payer. Est-ce que vous avez la possibilité de l'assister, de mettre en place une convention? Comment ça se passe? Je suppose que les confrères le font. Hein. Comme je vous ai dit, moi, je n'interviens plus du tout dans le secteur des entreprises en difficulté. Maintenant, je m'occupe des corps, puisque je fais du dommage corporel. Mais bien sûr, il y a moyen, très certainement, avec son avocat, de trouver des solutions dans le cadre d'une convention d'honoraires, puisqu'on a l'obligation d'élaborer et de signer des conventions d'honoraires avec nos clients. Et à l'intérieur, mis à part le fait que on n'est pas aux États-Unis, on ne peut pas être rémunéré qu'au résultat, on a l'obligation de demander un honoraire fixe. Mais en dehors de ce cadre-là, il peut y avoir toutes sortes d'accords. Il suffit, ce qui est important, c'est qu'il y ait une relation de confiance. Mais c'est vrai que dans le droit des entreprises en difficulté, en tout cas en France, l'approche... Difficulté ou pas difficulté? Oui, difficulté ou pas difficulté, mais c'est vrai que pour les entreprises en difficulté en particulier, il y a un petit peu... on peut dire que, on peut s'interroger, se dire, mon Dieu, est-ce qu'il va pouvoir s'en remettre? Est-ce que je vais pouvoir être payé? Je peux comprendre ces problématiques-là, surtout qu'en France, on n'a pas la même approche... j'allais dire, culturelle de ce que c'est l'entreprise en difficulté. Par exemple, j'ai fait une thèse de doctorat de droit comparé sur justement le système américain et le système français des faillites. C'est pas du tout la même approche. C'est vraiment, aux États-Unis, la procédure de ce qu'ils appellent reorganization du Chapter 11 du Bankruptcy Code. C'est un mode de gestion. C'est un mode de gestion. Ils ont même mis en place ce qu'ils appellent le post-petition financing, c'est-à-dire qu'il y a des banques qui sont spécialisées pour aider des entreprises qui ont déposé le bilan durant la période d'observation, dans la période voilà. Ça existe. Mais en France, on a une autre approche. Et alors, ça a évolué un peu, puisque j'ai aussi contribué par mes travaux à la réforme qu'il y a eu de la loi de sauvegarde, puisqu'ils ont essayé de faire évoluer un peu le redressement judiciaire en France et rajouter la sauvegarde avec ça. Mais c'est vrai qu'il y a cette approche-là, il y a une évolution des mentalités. Il faut comprendre que, comme tout être humain, une entreprise aussi, c'est pas un être humain, mais enfin une entreprise, elle naît, elle vit, elle vieillit, elle connaît des difficultés, des maladies, et un jour, ça va en déclinant. Donc, il faut accepter ça, et puis se faire accompagner avec tous les outils nécessaires, que ce soit dépôt de bilan, sauvegarde, voilà, ça fait partie de la vie de l'entreprise. Et puis, ce sont des expériences
qui renforce un chef d'entreprise parce qu'il a connu des périodes difficiles. Donc quand il reprend son dynamisme, quand il reprend une autre structure, il est très mûr au niveau de l'expérience. Alors, Maître Pirouat, vous qui avez souvent vu des entreprises en difficulté, dans le cadre de votre métier, l'autre facteur que nous avons, menti ba docteur maladie pas qu'à gérer. Oui. Assez souvent, vous avez des entreprises qui ne vous disent pas tout. Alors, je vais vous dire, quand c'est comme tous les malades, vous savez, les malades, il y en a qui sont quelquefois un peu gênés d'avouer leur maladie, et ça on le sait. Et, c'est ce qui fait qu'un professionnel ici, des fois, un conseiller d'ici est un conseiller indispensable, parce que nous savons à quel moment il manque un détail pour faire apparaître la vérité. On a par exemple des professions, on sait que dans certaines professions, il y a des pratiques qui font que lorsqu'on vous dit que le chiffre d'affaires est de 1000, on sait qu'il est de 1200. Bon, et ça c'est l'expérience. Et donc, mentir, c'est un comportement qui est habituel. On peut mentir par omission, c'est-à-dire ne pas tout dire, cacher tant de choses, mais les professionnels, quand nous sommes du chiffre aussi, nous savons découvrir des réalités au travers des comptes. Si vous avez un expert comptable qui tient vos comptes, ou même si d'ailleurs ils ne sont pas tenus par un expert comptable, en lisant les comptes sur plusieurs années, on voit des contradictions apparaître. Donc on sait si on nous dit la vérité ou pas. On ne connaît pas la vérité, on la découvre pas, mais on voit qu'il y a une zone dans laquelle il y a du mensonge. Donc là, je pense qu'avec le temps, on apprend à contourner cette difficulté, parce qu'on sait qu'au départ, on ne dit pas tout. Soit parce qu'on l'a oublié, ou soit peut-être parce qu'on ne veut pas dire. Mais on le saura. Mais je voudrais un peu rebondir sur ce que disait Maître Tanger. Je pense que, moi personnellement, je n'ai pas connu, je ne connais toujours pas d'entreprise auxquelles des conseils auraient été refusés parce que l'entreprise ne peut pas payer. Je ne pense pas que ça soit... Je pense pas, j'ai jamais vu cette attitude. Le chef d'entreprise vient vous voir, il vous expose ses difficultés, vous découvrez leur ampleur, et puis finalement, on voit après qu'on lui ait donné quelques avis, ce qu'il va faire ou ce qu'il ne va pas faire. Mais je pense qu'aucun professionnel responsable ne commence par dire je vous pouvez me payer. C'est pas comme aux États-Unis, quoi, en fait. On ne dit pas, mais mon conseil, il va vous coûter tant, ce que vous avez de l'argent pour me payer. Et on renvoie le chef d'entreprise, c'est pas non, je ne crois pas. Sincèrement, je ne crois pas. Et puis, en plus, il y a de multiples circuits par lesquels le chef d'entreprise en difficulté peut obtenir des informations. Vous avez la chambre de commerce, vous avez le CIP, vous avez le tribunal même qui... moi, j'ai vu souvent des chefs d'entreprise débarquer au tribunal en demandant un rendez-vous au président du tribunal pour avoir des informations. Donc je pense que, franchement, une entreprise qui dit que c'est parce qu'elle n'a pas les moyens de payer, qu'elle n'a pas de conseil, je pense que c'est... on peut la convaincre du contraire, qu'il y a des circuits par lesquels elle peut obtenir les informations nécessaires. Il y a autre chose, un autre phénomène que nous constatons, les juges commissaires qui sont très très peu sollicités dans l'affaire. Oui, parce que ça aussi, les chefs... Alors déjà, il faut dire plusieurs choses. La première, c'est que pendant longtemps, le tribunal de commerce c'était une institution à laquelle on ne faisait pas appel. Les gens avaient peur d'aller là. C'était quand vous alliez au tribunal de commerce, c'était la honte, c'était la faillite, c'était... Bref, ça compte. Et chez nous, ça continue. Le tribunal de commerce, c'est un endroit où on a peur d'aller, quoi, je veux dire. 90% des chefs d'entreprise. Et donc, disons que depuis à peu près quelques années, depuis les années 2000, à peu près, bien avant quand même, peu avant les années 2000, il y a des procédures qui ont cherché à dédramatiser les relations avec les chambres de commerce, avec les tribunaux. Je pense en particulier aux procédures de prévention, le mandat ad hoc, la conciliation. Ça a beaucoup changé. Les juges commissaires sont plus ouverts parce qu'ils savent qu'en amont, on peut traiter. Bon, il y a un CIP qui a été monté, etc., etc. Donc je crois que la peur est en train de reculer. Moi, je l'ai beaucoup souligné, je l'ai regretté dans mon ouvrage sur la typologie des entreprises domiennes. Et j'ai même beaucoup expliqué qu'un certain nombre de questions juridiques paralysaient les chefs d'entreprise, augmentaient leur angoisse en allant au tribunal. Je pensais, par exemple, à la prévention, au mandat ad hoc à l'époque. Si vous deviez aller... chercher un conseil dans le cadre de mandat ad hoc auprès d'un administrateur, etc. Le tribunal, la loi disait qu'il ne fallait pas que vous soyez l'état de station des paiements. Vous savez que c'est un truc que j'ai condamné à plusieurs reprises, en disant que le critère d'état de station des paiements chez nous était un véritable fléau. Ça empêchait les entreprises d'avoir accès à la prévention, puisque 99% des entreprises sont en état de station de paiement de leur constitution.
Alors, il y a une avancée heureuse qui a été faite. Je ne sais pas si c'est après que le législateur ait lu mon livre que je lui avais envoyé, mais en tout cas, aujourd'hui, on peut ouvrir un mandat ad hoc en étant en état de station de paiement. Par contre, il ne faut pas l'être depuis plus de 45 jours. C'est une belle avancée. Donc, ça aussi, ça devrait ouvrir la porte aux chefs d'entreprise. Est-ce que c'est possible d'expliquer aux téléspectateurs le concept d'état de station de paiement? Ben, l'état de station de paiement, c'est une notion juridique, c'est un critère juridique qui consiste à dire que vous ne pouvez pas payer vos créanciers, donc vous êtes en état de station de paiement. C'est le critère où on ne peut pas payer. Bon. Avant, si vous ne pouviez pas payer, au moment où vous ne pouviez pas payer, vous étiez en état de station de paiement, vous ne pouviez pas demander le mandat ad hoc. Par exemple, une procédure de prévention, ce qui est un peu absurde. Et donc ça a été modifié en 2021. Et depuis cette date, vous pouvez être en état de station de paiement depuis moins de 45 jours. Et puis, s'il y a des perspectives de sortir de l'état de station de paiement, le juge se montre moins radical. Et puis, je dois souligner aussi que chez nous, pour ouvrir la porte au conseil, le tribunal a institué ce qu'on appelle le juge de la prévention, qui est un juge commissaire, donc quelqu'un qui connaît le monde des affaires, le monde des entreprises, et qui conseille les entreprises sur les procédures de prévention et leur donne des axes pour essayer de sortir des difficultés dans lesquelles ils se trouvent. Maître, il y a une autre formule que nous découvrons qui, malheureusement, prend de l'amplitude, c'est la cavalerie, où nous avons des entreprises qui, en difficulté, acceptent d'autres clients, prennent les fonds de ce client pour combler de trous, et petit à petit, on se retrouve à 4-5 clients dans le panier, et puis finalement, tout le monde... Vous avez eu cette expérience malheureuse ou vous entendez parler de ça? J'entends ça, mais comme je vous dis, bon, je ne suis plus beaucoup là-dedans, mais ma mère aurait dit c'est découvert pied pour habiller Paul. Oui, ça, surtout dans le secteur du bâtiment, et puis plutôt dans le secteur privé du bâtiment. Malheureusement, bon, j'ai fait très peu de droit de la construction à l'époque, mais on avait souvent ces problématiques-là. Des artisans du bâtiment, et on commence une maison, puis là, les fonds, on commence une deuxième, on utilise l'argent de la première pour faire la deuxième, et vice-versa. C'est vrai que, voilà, après, c'est sûr que, bon, il faut trouver des solutions pour inciter les gens à, déjà, reconnaître le droit à l'erreur. J'ai trouvé que les impôts ont commencé à mettre ça, je trouve ça très bien. On a le droit, même si c'est une erreur volontaire, mais bon, on peut se rattraper. Je pense qu'il faut développer des outils pour mettre les gens en confiance, leur dire, bon, voilà, il y a eu une difficulté, vous avez commis une erreur, on passe l'éponge et puis on repart sur de bonnes bases. Je crois que c'est ça. Cette pratique-là, vous... J'ai connu beaucoup la cavalerie. Et moi, je suis en train de dire que c'est une pratique qui a beaucoup reculé. Qui recule beaucoup. Depuis la disparition, depuis la raréfaction des paiements par effet de commerce, qui est endossé, le principe des effets creux. Franchement, la cavalerie a beaucoup reculé. Après, les chèques sont venus remplacer les effets de commerce dans le processus de cavalerie. Et là encore, l'échec. Bon, c'est là encore l'échec rencontre. Bon. Donc pour moi, la cavalerie est un processus qui est en recul par rapport à l'époque que j'ai connue, où des millions d'effets de commerce circulaires et escomptés, échangés, passés de main à main. Donc la cavalerie est quand même un processus de financement qui est en retrait. Il faut être objectif là-dessus. Alors maintenant, ce que vous évoquez, c'est surtout le fait que, oui, les avances faites par certains clients qui ont augmenté aujourd'hui dans des proportions que je trouve anormales. Les avances faites par certains clients pour leurs commandes servent à finir le chantier précédent. Bon, malheureusement, c'est une pratique qui existe. Et je crois que quand on est confronté à ces pratiques-là, lorsque vous avez même une entreprise en difficulté à gérer, c'est des pratiques difficiles à interrompre. Parce que quand on est dans ce processus, sortir de là, c'est compliqué, quoi. Et des fois, impossible. Impossible. De toute façon, au bout de ce processus, c'est une catastrophe. Donc, j'ai connu ça, moi, dans le bâtiment, surtout dans ce qu'on appelle les constructions d'état futur d'achèvement. C'est-à-dire que le chantier avance, mais avec un certificat quelconque obtenu, je ne sais pas trop comment, le chef d'entreprise prétend que le chantier est avancé
à 45 ou 50%, alors qu'il n'a avancé qu'à 20%. Et on se retrouve comme ça, au bout d'un moment, bon, on coince. Voilà. Donc, je pense que la cavalerie, qui était aussi un moyen de financement des activités économiques, est quand même en recul. Et que cette pratique des chefs d'entreprise est très courante, même si elle est condamnée par la loi et par la pratique. Et maître, Ceci dit, c'est pas que chez nous, hein, c'est oui, partout. Hein. nous sommes d'accord, mais c'est ici que nous subissons le problème. Oui, c'est Mais, sûr. maître, lorsque vous regardez, le client qui subit ça, très souvent n'a pas fait un bon contrat au départ. C'est variable. Hein. Des fois, vous pouvez aussi être bien accompagné dès le départ. Et puis, on est quand même obligé de tenir compte du fait que le chef d'entreprise, l'artisan en face, il doit aussi gagner sa vie. Il a une famille aussi à nourrir. Et puis, on a envie de voir avancer aussi ses affaires. Alors, on essaie d'être compréhensif. On lui donne une chance. Bon, est-ce qu'il faut faire tomber le coup près tout de suite? Je pense que ça dépend. Ça dépend de chacun. Oui, on s'accommode soi-même quelquefois d'une violation du contrat pour avancer. C'est sûr. Oui, mais finalement, c'est là où le téléspectateur, très souvent, n'est pas informé de cette réalité. Et à travers les téléspectateurs qui nous écoutent, nous avons aussi des dirigeants qui ne savent pas, lorsqu'ils nous ont donné l'ordre de mission, OK, banco, bravo, je vais voir mon banquier, je lui dis j'ai mon ordre de mission, il me dit à quel financement tu fais ça. Et si le rapport de confiance n'existe pas avec les différents fournisseurs et autres, on n'avance pas sur ce chantier. D'accord. Mais si lui, en même temps, ne respecte pas sa signature, ne paye pas, il ne peut pas faire de salaire. No morning, no love. Quand la misère rentre par la porte, l'amour s'en va par la fenêtre. À ce moment, vous vous retrouvez avec une famille où ça s'est disputé pour un problème d'argent qui n'est pas rentré dans la maison. Et puis, vous devez défendre ces personnes. Oui, on fait notre métier. Hein. Le travail de l'avocat, en fait, c'est de présenter un peu toutes les circonstances qui ont pu conduire quelqu'un à avoir tel type de comportement. On ne porte pas de jugement dessus. Hein. Il y a des dispositifs, des lois, on les applique et puis on essaie d'accompagner au mieux. Il y a des gens qui, effectivement, commettent des erreurs. Bon, on essaie d'expliquer les choses. Hein. Puis on essaie aussi d'apporter une information qui leur permette d'évoluer aussi dans leur pratique. Et souvent, on s'est posé la question, est-ce que certains donneurs d'ordre public sont conscients de cette réalité? Est-ce qu'ils viennent vous voir? Est-ce qu'ils viennent assister aux séances? Comment ça se passe? Non, vous savez, vous êtes impliqué dans la vie économique, vous savez bien qu'on subit. Le donneur d'ordre, il est confronté à des difficultés, il a passé des commandes pour réaliser des chantiers ou des opérations qui sont mal financées. Lui, son seul souci, c'est d'arriver au bout en payant le moins possible. En faisant payer l'autre. Et à ce moment-là, il fait avancer son public à l'aveugle, sans se poser la question de savoir s'il fait du mal à un tel, s'il fait du mal à un tel. Moi, je me souviens d'un chantier assez conséquent sur lequel on réalisait des bâtiments, plusieurs bâtiments, peut-être 10-15 bâtiments. Et sur ce chantier, qui a duré plusieurs années, j'ai vu passer des dizaines d'entreprises. Parce que chaque fois, il y en avait une qui prenait le chantier, le donneur d'ordre trouvait des malfaçons, refusait de payer l'entreprise, qui faisait faillite, une autre revenait, généralement avec les mêmes ouvriers, parce qu'il y avait une reprise, etc. Et ça a duré des années. Et le donneur d'ordre en question, son comportement, à mes yeux, était presque criminel. Oui. Parce qu'il voulait faire aboutir son chantier au prix le plus bas possible. Et c'est ça la réalité à laquelle on est confronté, mais c'est la loi du système. Parce qu'on ne met pas les gens, a priori, si on prouve qu'il y a une escroquerie, quelque chose comme ça, on ne met pas les gens en prison pour ces pratiques. Et vous avez du mal à obtenir des dommages intégrés. Et c'est même pas une escroquerie, c'est de l'enrichissement sans cause. Ouais, lorsqu'il s'agit de bâtiments publics. Ça pourrait être ça pour ceux qui sont comme ça, qui pratiquent, comme vous le dites, avec une forme de rigueur exagérée, le problème de malfaçon, les problèmes de pénalité, etc., etc., etc. Je crains que le chantier auquel je pense n'ait été réalisé par le donneur d'ordre que pour la moitié de sa valeur. Malheureusement pour nous, là encore, nous revenons sur le même problème. Trop d'entreprises en Martinique n'ont pas la formation qu'il faut en matière juridique,
pouvoir faire face à ces situations-là, en matière comptable et autres. Et c'est là où nous insistons pour leur dire, messieurs, vous avez tous les livres porno chez vous. Oui, c'est une réalité. Vous avez toutes sortes de choses, sauf les codes qu'il faut, à part code d'IAM, et sauf la démarche qu'il faut, qui consiste à aller voir l'avocat. Et Maître Tanzé, en général, il ne se bouscule pas derrière votre porte. Ouais, quand je dis votre porte, la porte des avocats. Je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans les cabinets. Hein. On a quand même des cabinets assez conséquents qui font beaucoup d'accompagnement, de droit des affaires, de droit des sociétés. Non, je pense que ce cabinet, en tout cas spécialisé en Martinique, en droit des affaires, ça travaille beaucoup quand même. Hein. Mais c'est vrai que... moi, en fait, bon, quand on dit que les chefs d'entreprise ne sont pas formés, je pense que, personnellement, qu'il faut qu'un artisan, par exemple, il doit rester dans son cœur de métier. Voilà. Oui. Il fait bien ce qu'il sait faire, ce qu'il aime faire. Et puis, le reste, il se fait accompagner. Je pense que c'est mieux, parce qu'on ne peut pas être un peu touche à tout comme ça. Ça ne marche pas non plus. Il faut prendre conseil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Un artisan qui démarre, il ne peut pas vouloir faire une SARL parce que c'est mieux, qu'il entend tout le monde les gérer, etc. Il faut qu'il fasse une société qui constitue une structure adaptée à ses besoins, adaptée à la réalité des marchés qu'il aura traités. C'est ça, il faut d'abord apprendre ça. Je crois que c'est fondamental. Et puis je voudrais souligner aussi une chose par rapport à la question que vous posiez à l'instant, c'est que vous avez beaucoup de gens dans une économie comme la nôtre qui créent leurs propres entreprises parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils n'ont pas d'emploi. Et en créant une entreprise, ils commencent par constituer leur propre emploi. En tout cas, c'est ce qu'ils croient. Oui. Bon, cela dit, entre nous, la constitution des sociétés, ça reste quand même limité. 90% des chefs d'entreprise chez nous sont des petites entreprises individuelles. Hein, donc, mais n'empêche que le chef d'entreprise, sa formation, il va la faire après. Parce que son premier souci, c'est pas de se former pour créer une entreprise. C'est de créer un emploi, et comme ça, il part dans une activité et il va se former sur le terrain au fur et à mesure. Il va à l'aveugle dans l'affaire. Il va à l'aveugle, il plonge, comme on dit. Oui. Ça, on ne peut pas le reprocher non plus sur un marché du travail qui est celui que nous connaissons. Oui, mais cette réalité-là, elle nous est arrivée dessus. Ça fait un moment qu'on a vu la vague monter. Oui. Mais politiquement, on n'a pas su faire ce qu'il faut pour stopper cette vague. Oui, je veux dire, oui, chez nous, c'est le problème de l'anticipation. Oui. On n'a pas anticipé le point du financement des entreprises. Formation. On a mal anticipé. Alors, c'est la formation à la fois des élus, à la fois des chefs d'entreprise, à la fois de tout le monde. On avait des outils qui avaient été mis en place à un moment donné. On avait la SODERAG, on avait des instruments, la SODEMA. Ça a disparu, mais qui a protesté contre la disparition de la SODEMA et toute personne? Alors que ces instruments-là méritaient d'être perfectionnés. Donc tout ça, personne n'a anticipé quoi que ce soit. Et la réalité, c'est celle que nous avons. Le marché du travail est ce qu'il est, mais est-ce qu'il y a une préparation des individus qui seront au chômage dans quelques temps? Est-ce qu'il y a une préparation pour qu'ils créent leur entreprise dans des secteurs où il y a de la demande, pour aller vers telle ou telle activité plutôt qu'avec telle autre? Aujourd'hui, 90% des entreprises se créent dans le secteur du service ou du commerce. Bon, un grand nombre d'entre elles font faillite, mais est-ce que c'est le secteur aujourd'hui qu'il faut privilégier? Est-ce que les pouvoirs publics n'auraient pas intérêt à privilégier un certain nombre de filières pour que nous ayons des créations d'entreprises dans des secteurs porteurs, structurants, qui dans quelques années vont tirer les autres entreprises derrière? Aujourd'hui, on a chez nous, on est confronté à une crise économique. On n'a pas de moteur dans notre économie. La banane, qui était le moteur principal de l'époque, est un moteur qui s'essouffle. On ne peut pas dire que, enfin, personnellement, je le pense, qu'on a les 20 ans qui viennent, la banane va encore tirer l'économie chez nous. Est-ce que vous avez entendu un débat autour de l'économie des 20 prochaines années qui va tirer l'économie martiniquaise et qui va peut-être remplacer la banane? Si on ne commence pas le débat aujourd'hui, dans 40 ans, on sera encore au même endroit. Je l'ai dit à un gros producteur de bananes, d'ici encore 10-15 ans, je ne dis pas 20 ans, d'ici encore 10-15 ans, nous importerons de la banane venant de France. Avec la tropicalisation. On a commencé avec la patate. On a déjà 12 spéculations. Patate, Christophine, tout ça. Donc la banane, de toute façon, tôt ou tard, nous importerons de la banane venant du sud de la France. Aussi. J'ai reçu dernièrement une vidéo où on a une production de canne et de rhum dans le sud de la France. Oui, je suis d'accord. Oui.
Donc finalement, avec le réchauffement climatique, la tropicalisation de l'Europe, tôt ou tard, on va se retrouver avec ces produits que nous serons obligés d'importer. Ouais. Alors, maître, avant de conclure, est-ce qu'il est possible à l'artisan ou à n'importe qui de se dire, bon, le mardi, puisque c'est le mardi, le jour des audiences pour la ministre du Commerce, oui. de dire, bon, ben, je descends pour assister, pour voir comment ça se passe. Ah, il peut venir à l'audience. Les audiences, ça s'appelle des causes sous public. Mais quand il s'agira d'examiner le cas de tel ou tel, ça va se passer dans un autre endroit qui s'appelle la Chambre du Conseil. Oui. Donc ça, il ne pourra pas assister à cette partie. Mais il peut assister à l'appel des causes, voir comment ça se passe, quel est le cérémonial, le rituel dans lequel se passent les audiences. Mais là, il verra que, bon, ben, ils sont pas deux, ils sont bondés ou trois. Alors, il verra comment ça se passe. J'espère qu'en venant, d'ailleurs, ce ne serait pas une mauvaise chose qu'ils acceptent. Ils verront, ils vont peut-être faire reculer leur prévention, leur prétention. Ils verront comment ça se passe. Tout compte fait dans une audience un peu solennelle, mais très sympathique. Si vous avez une conclusion à faire, ça aurait été laquelle, maître? Alors, moi, ma conclusion, c'est celle que je souhaite que les chefs d'entreprise chez nous modifient un peu leur mentalité, aient moins peur d'aller solliciter des conseils auprès des avocats et des mandataires de justice. Et puis de Google. Voilà, qui recule un peu sur le truc Google. Parce que je crois que les conseils, ici en particulier, sont vraiment des hommes et des femmes éclairés qui connaissent l'environnement et qui donnent des conseils adaptés. Donc moi, j'appelle les chefs d'entreprise à se rapprocher des conseils chez nous pour être éclairés sur les choix qu'ils doivent faire. Maître? Oui, tout à fait. Et moi, je pense aussi qu'il doit y avoir une volonté politique aussi derrière ça. Il faut vraiment que ceux qui sont à la tête de ce pays, collectivités, ils mettent les moyens. Il faut lancer des campagnes, il faut peut-être passer un partenariat avec l'ordre des experts comptables, l'ordre des avocats, et organiser, financer, comme ça pour les entreprises, des journées d'information, des semaines d'information, un système d'accompagnement. Je crois qu'il y a eu quelques initiatives comme ça qui ont été faites. Mais je pense qu'il faut vraiment une volonté politique, j'allais dire un plan Marshall quasiment, avec l'implication, la volonté des élus de voir les entreprises martiniquaises s'en sortir et de se donner les moyens pour ça. En tout cas, merci de nous avoir accompagnés dans notre démarche pour essayer de faire comprendre à notre population qu'il y a des choses à faire ici. Mais surtout, le secret de l'affaire, c'est d'écouter. Écouter pour comprendre. Et tant que nous n'avons pas compris, pressé écouter, pas pressé répondre, on n'avancera pas. Absolument. Et solidarité, et nous avons toutes les compétences requises en Martinique de pouvoir faire avancer les choses. Maintenant, nous demandons à nos élus qu'ils aillent en immersion dans les entreprises pour qu'ils sachent ce que c'est qu'une entreprise, comment ça fonctionne. Savoir que, lorsqu'on n'a pas fait les salaires, on n'a aucune autorité sur le salarié. Et il est là tous les jours, on est obligé de le payer. Tous les jours, il vient pour avoir son salaire qu'il n'a pas. Et on n'a aucune autorité. Donc, si on veut que le travail se fasse, nous demandons aux donneurs d'ordre publics, ou tout donneur d'ordre, de commencer par payer. Il n'y a que comme ça seul qu'on pourra faire décoller la Martinique. Merci encore et à très bientôt.